Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Larco. Presque 12 semaines de tests et des dizaines de séries d'essais. Le résultat, des montres d'aviateurs Larco testées de façon excellente et certifiées de manière unique selon la norme DIN 8330. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés Larco, mais seulement après l'intro. Cela fait longtemps, c'est pourquoi je suis d'autant plus heureux qu'il soit de nouveau à mes côtés. Uwe Rücker, directeur général de la manufacture horlogère Larco, est avec moi. Bonjour Monsieur Rücker. Bonjour Amina. Ravi de vous revoir parmi nous. Je suis heureux d'être ici. Je crois que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour cette discussion d'aujourd'hui sur les nouvelles montres Larco DIN Hamburg et Hamburg GMT. Elles sont en effet vraiment spéciales. Larco y a travaillé pendant une très longue période. Pour obtenir une certification officielle, les montres ont dû passer des tests rigoureux et approfondis. Ce fut un processus de création très long et passionnant, et c'est de tout cela, et bien plus encore, que nous allons parler aujourd'hui. En effet, les deux montres ont été testées et certifiées selon la norme DIN 8330. Tout le monde ne saura pas forcément ce que cela signifie. Quel est en fait le but d'une norme DIN? La norme DIN que nous avons également ici sur la table fait déjà plusieurs pages et définit ce qui doit être fait dans une montre ou à quoi elle doit ressembler pour être adaptée au vol à vue ou au vol aux instruments. Elle remplace en fait un instrument dans le cockpit et doit bien sûr répondre aux exigences qu'un instrument de cockpit doit remplir. Cela signifie qu'elle doit être facile à lire, ne pas gêner les autres instruments, s'intégrer à l'ensemble et être facile à comprendre, mais aussi répondre à des exigences techniques élevées en ce qui concerne sa propre sensibilité aux interférences. C'est ce que définit la norme DIN. En résumé, il s'agit d'une norme élaborée pour les exigences techniques et optiques des montres de pilote. Il y avait un prédécesseur, le TESDAF. C'était une norme qui est entrée en vigueur en 2012 et la norme DIN a en fait remplacé la TESDAF. La TESDAF a maintenant aussi 12 ans. La norme DIN a elle aussi déjà quelques années et régit précisément ces aspects pour l'aviation. Mais elle a aussi, je crois, élargi les exigences, non? Oui, certaines ont été renforcées, d'autres élargies. La norme DIN inclut également d'autres normes. Il s'agit par exemple des normes pour l'étanchéité à l'eau, pour les tests de choc ou pour les signatures antimagnétiques. Ce sont donc plusieurs normes DIN qui sont imbriquées les unes dans les autres. De qui viennent ces exigences? Donc de qui vient cette norme DIN? C'était un comité qui a élaboré cela. L'une d'elles est la FH, Aachen Ingénierie Aérospatiale. Là, où ont eu lieu les examens, nous reviendrons plus tard. Ah. Et quelques montres pilotes ou entreprises qui étaient au sein du comité qui ont également contribué à façonner l'ensemble du projet d'un point de vue horloger. La société SIN a également joué un rôle clé ici. Il faut bien l'admettre, c'était un projet très vaste et exigeant. Pourquoi l'ARCO a-t-il précisément choisi de s'y engager? Avec le modèle Baumuster B, que nous avions déjà comme montre certifiée dans les années 40, il va de soi que lorsqu'une nouvelle possibilité de certification pour une montre d'aviateur se présente, une entreprise traditionnelle comme l'ACO 1S doit s'y engager. C'était déjà prévu depuis un certain temps et nous avons commencé le projet, je crois, à la mi-2016 ou 2017 et nous avions déjà bien avancé. Puis le Covid est arrivé, les laboratoires de test ont fermé et il n'était plus possible d'échanger. Et maintenant, après le Covid, nous avons enfin réussi à franchir la ligne d'arrivée, y compris avec les tests et tout ce qui va avec. C'était déjà un travail considérable, rien que de comprendre tout ce que la norme DIN implique, quelles exigences il faut respecter. Le cadran, par exemple, y est décrit dans les moindres détails, ce qui est autorisé ou non, la longueur et la largeur des index, le nombre de chiffres qui peuvent y figurer, et ainsi de suite. Il y a énormément de réglementations qui doivent être respectées avec précision. Et il faut vraiment y réfléchir un certain temps, y compris à la manière dont on souhaite procéder. Et maintenant, à la fin, on peut dire que c'est aussi une sorte de certificat pour toute l'entreprise, non? C'est exactement ce que ça donne comme impression, oui. Exactement, c'est la preuve qu'on a encore accompli quelque chose qui démontre en fait que nous sommes vraiment chez nous dans le monde des montres d'aviateurs, oui. Dans une de vos citations, Monsieur Rucker, vous dites: Notre montre d'aviateur certifiée selon la norme DIN 8330 est une étape majeure dans l'histoire de l'ARCO. Nous venons justement d'entendre que toute l'équipe de l'ARCO a travaillé dessus pendant des années. Quel défi se cache derrière un jalon aussi important?
Tout commence par le fait d'obtenir la norme et de regarder ce qu'elle contient réellement. Elle n'est pas accessible au public, il faut donc l'acheter, puis la lire d'abord avec tous les départements pour voir ce que cela signifie. Cela commence par la conception graphique jusqu'aux exigences techniques qui sont requises. Comment peut-on relier et connecter tout cela de manière cohérente? Quelles sont les possibilités concrètes que nous avons déjà à notre disposition aujourd'hui et que devons-nous encore faire précisément pour pouvoir avancer dans cette direction souhaitée? Non? Pour répondre aux exigences de la norme? Oui, et ensuite, bien sûr, beaucoup de travail de conception graphique. Il faut veiller à intégrer autant d'ADN LACO que possible tout en répondant aux exigences de la norme DIN. Cela concerne par exemple des éléments comme l'épaisseur des traits pour les index des minutes et des secondes, la longueur des aiguilles, les couleurs des aiguilles, les couleurs en général. Tout cela est décrit de manière très détaillée et il s'agit de combiner cela avec les exigences techniques sous-jacentes tout en conservant le visage typique de l'ARCO. Vous venez de dire que les exigences techniques et esthétiques sont définies dans les moindres détails dans la norme DIN. A-t-on encore autant de liberté de création pour insuffler le caractère LARCO dans ses propres montres? Du fait que la norme DIN a bien sûr aussi été élaborée par des entreprises qui fabriquent des produits typiques de l'aviation, on a veillé à ce que cette description aboutisse effectivement à une montre de pilote, mais elle devient alors très cockpit, très typique des montres de pilote. On n'a donc plus autant de liberté qu'on en aurait dans la création classique d'une montre. On est donc déjà assez limité, mais comme nous sommes aussi chez nous dans l'univers de la montre de pilote, et que beaucoup de ces éléments nous sont familiers, nous avons bien sûr pu intégrer l'ADN de l'ACO de manière pertinente. Alors, décomposons maintenant l'ADN de l'ACO en ses différents éléments. Quels sont donc les éléments typiques de l'ACO que l'on retrouve dans ces deux montres? Oui, tout à fait, et dès le premier regard, on remarque ce boîtier gris sablé. C'est ce gris typique que nous avions déjà dans les années 40 sur les montres B, à l'époque encore peint. Aujourd'hui, il s'agit d'acier inoxydable sablé gris. Nous l'avons dans les modèles originaux. Dans les séries de LACO, nous l'avons dans la série Pro, nous l'avons dans la Frankfurt GMT, et beaucoup d'autres éléments de celle-ci se retrouvent également ici. La forme du boîtier vient de la Frankfurt GMT, le cadran, ce cadran typique de cockpit, que nous avons aussi dans la gamme des montres de cockpit, provient de cette montre avec le triangle distinctif en haut à 12 heures. L'aiguille GMT, que nous avons également sur cette variante, provient aussi de cette montre. Le profil très marqué de la lunette, ainsi que la lunette elle-même, viennent du domaine de la montre de sport. Le fond est également estampillé comme celui de la montre de sport et aussi comme celui de la Frankfurt GMT. Et le cadran noir, est-ce que c'est prescrit par la norme DIN ou d'où cela vient-il? Oui, le cadran noir est spécifié dans la norme DIN. Il doit être noir mat et les chiffres ainsi que les aiguilles doivent être blancs. Et la matière luminescente est dans ce cas aussi du cyan et également prescrite. Comme toutes les autres montres d'aviateurs LARCO, ces deux modèles ont également été nommés d'après une ville allemande, à savoir Hambourg. Y a-t-il une histoire derrière cela? Oui, en fait, on peut faire un lien entre le passé et aujourd'hui. Les montres d'observation qui ont été fabriquées dans les années 40 étaient réglées à Hambourg via l'observatoire maritime. C'est ainsi qu'elles obtenaient l'heure exacte afin que, juste avant le vol, elles fonctionnaient avec précision et permettaient ainsi de déterminer la position exacte pendant le vol. Et ce projet a également été lancé à Hambourg, chez l'entreprise Sicotech. La société Sicotech nous a aidés à intégrer le projet en nous montrant comment aborder un tel projet, qui doit y participer, où se trouvent les organismes de contrôle, là, qui sont les interlocuteurs, et toutes ces choses. En somme, l'ensemble du processus à suivre jusqu'au bout, c'est pourquoi Hambourg. Nous avons deux variantes. D'une part, le modèle classique à 3 aiguilles et d'autre part, une version GMT. Quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre les deux montres? Les similitudes, c'est ce qu'on remarque en premier, sont très nombreuses. C'est-à-dire que le boîtier, la couleur du boîtier, la forme du boîtier, la taille du boîtier, tout cela est identique. Donc, à première vue, le cadran aussi, bien sûr. Mais les différences résident essentiellement, bien sûr, dans l'affichage GMT. Là, nous avons les aiguilles typiques de l'ACO, la forme des aiguilles avec l'aiguille cadre en orange, et cet affichage 24 heures divisé en une zone de jour et une zone de nuit, en gris foncé et gris clair, puis imprimé avec une couleur orange lumineuse pour les chiffres affichés. Les mouvements sont bien entendu également différents.
Nous avons dans la version GMT un Celita SW 330 et dans la version 3 aiguilles un Celita SW 200. Les deux mouvements sont de qualité top grade, comme l'exige également la norme DIN. Cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de configuration? Non, les possibilités de configuration ne sont pas offertes non plus, du fait que les montres sont testées ou certifiées DIN, car les montres ne remplissent cette norme DIN que dans la configuration exacte dans laquelle elles se trouvent ici et dans laquelle nous les vendons. Si nous devions installer un autre cadran d'autres aiguilles ou un autre fond, par exemple un fond en verre, la montre devrait à nouveau être entièrement testée et certifiée DIN. Cela vaudrait également pour un verre traité différemment contre les reflets. Donc pour conserver cette certification DIN, nous n'avons pas le droit d'apporter de modifications. Il faut aussi dire que les exigences techniques de la norme DIN n'étaient pas négligeables. Les montres ont été soumises pendant des semaines à des tests de fonctionnement et de résistance très exigeants. Il y avait 3 catégories à réussir. D'une part, il s'agissait de la fonctionnalité, c'est-à-dire de la facilité d'utilisation de la montre et de la lisibilité. Nous voyons actuellement des images issues du test de précision de marche ou de la réserve de marche. Pour la résistance, les montres ont été testées quant à leur robustesse physique. Les montres ont reçu un bon coup de marteau en métal et ont volé à travers la pièce. Ou par exemple, elles étaient bien secouées sur un appareil à vibration. Parmi d'autres tests, des liquides typiques de l'aviation, comme le diesel, ont également été utilisés. Et dans la dernière catégorie, il s'agissait du thème de la sécurité. Là, le magnétisme jouait un rôle très important. Oui, comment la montre se comporte-t-elle avec l'éclairage du cockpit? Quelle est sa compatibilité avec les dispositifs de vision nocturne? Ou comment cela se passe-t-il aussi avec la fixation du bracelet? Et cela n'était vraiment qu'une petite partie de l'ensemble de l'examen. Y avait-il 16 tests? Exactement, il y en a 16. Donc c'est vraiment beaucoup. Dans quelle mesure peut-on réellement se préparer à l'avance à l'intégralité du scénario de test? Les tests sont en effet décrits et les exigences sont également spécifiées dans la norme DIN. La 8330 décrit précisément ce qu'exige la 8330. Et cela inclut également d'autres normes DIN qui sont reprises dans la 8330 comme sous-test. Cela concerne par exemple l'étanchéité à l'eau, la résistance au choc ou la résistance aux vibrations, etc. Et il faut bien sûr les lire attentivement. Les exigences d'un côté, mais aussi la manière dont elles sont testées. Certaines des situations de test peuvent bien sûr être reproduites et ensuite essayées et testées en interne. Il faut bien sûr s'y préparer en réfléchissant de manière constructive à ce que l'on fait réellement. Que puis-je faire dans la montre pour pouvoir répondre à ces exigences spécifiques qui sont demandées? Il faut bien sûr agir sur le design d'un point de vue esthétique, mais aussi de manière technique et constructive. Et là, nous avons bien sûr déjà pris un large éventail de mesures par le passé pour nos montres de service, nos montres de sport, ainsi que nos montres d'aviateurs. Et on peut bien sûr puiser dans ce savoir et bien se préparer en testant ces éléments lors des essais, ce qui permet d'acquérir la certitude d'agir correctement ou d'avoir déjà fait ce qu'il fallait. Et puis, lorsqu'on constate que cela ne fonctionne pas toujours, il faut réfléchir à comment on peut faire mieux. Et là, on trouve alors, avec l'aide des fournisseurs et avec l'aide des spécialistes également dans le laboratoire d'essai, encore et toujours, des méthodes et des approches menées pour améliorer la qualité de certains résultats de tests. Quelles vérifications ont, par exemple, déjà été effectuées en interne au préalable? Oui, très clairement, par exemple, le test de choc ou le test d'étanchéité à l'eau, nous pouvons effectuer le test de vibration. Nous pouvons tester contre les liquides typiques de l'aviation et aussi différents mécanismes d'étanchéité, par exemple, essayer différentes approches de manière isolée afin de voir laquelle est probablement la bonne ou la plus optimale pour cette montre. Avec quel état d'esprit ou peut-être aussi quelle tension aborde-t-on un processus de test aussi exigeant? Non, tension n'est pas le bon mot de mon point de vue. J'étais plutôt curieux et intéressé. C'était une histoire passionnante. Voir comment on progresse sur ce chemin, comment on arrive à l'examen et comment les tests sont ensuite réalisés afin de constater que tout fonctionne et que tout s'est bien passé. Et simplement vivre cette expérience, passer ce test, voir ces essais et constater que tout fonctionne simplement. C'est une belle histoire. Au final, c'est le résultat sur place qui compte et l'ARCO a réussi. Nous avons ramené le certificat à la maison. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests, n'hésitez pas à regarder notre série vidéo en 3 parties à ce sujet. Nous avons en effet accompagné tout cela sur place pour vous et l'avons également documenté de manière très détaillée.
Je vous mets les 3 parties en lien dans la boîte d'informations. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous en pensez. Monsieur le professeur, docteur, Janser, qui a dirigé les examens à la FH d'Aix-la-Chapelle, a notamment déclaré dans la vidéo de l'examen que seuls quelques fabricants de montres en Allemagne osent s'attaquer à un tel éventail de tests. Quelle est l'importance du développement continu de la norme DIN pour et sur le marché allemand de l'horlogerie? Je pense que quelque chose comme la norme DIN pour la montre d'aviateur est une histoire typiquement allemande. Normer les choses et ainsi rendre clair ce que l'on peut attendre du produit, quelles exigences il remplit, ce que l'on obtient pour son argent, et aussi savoir précisément dans quelle plage et dans quelles conditions le produit fonctionne. C'est une histoire typiquement allemande. On connaît cela dans l'industrie, dans les processus où certaines procédures sont normalisées. Et je pense que c'est aussi très bénéfique pour les entreprises en général et bien sûr pour les montres d'aviateurs en particulier. Avoir une norme permet là aussi de savoir exactement ce que l'on obtient avec le produit dans ce cas précis, ce à quoi on peut s'attendre ou ce qu'on est en droit d'attendre. Et je pense que c'est aussi une bonne chose de pouvoir le mesurer réellement et pas seulement de se contenter de belles paroles ou de descriptions vagues sur ce qu'une montre peut accomplir, mais d'avoir de véritables faits concrets. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne chose qui doit aussi continuer à évoluer. Ce serait également bien que de plus en plus de personnes s'y intéressent et qu'ils effectuent ces tests et que d'autres normes soient créées pour les montres qui doivent répondre à certaines caractéristiques. Nous arrivons lentement à la fin, Monsieur Rucker. Pour conclure, il faut dire que cela a été un long processus de création auquel de nombreuses personnes ont participé. Oui, alors il y a eu un échange intense entre de nombreux domaines. Il y avait des organismes de normalisation, des laboratoires d'essais et bien sûr des collaborateurs de notre propre entreprise. Mes sincères remerciements à tous les participants qui ont travaillé ensemble de manière très intensive, parfois même très amicale, et pour qui il a aussi été très agréable de réussir tous les tests et de travailler dans ce but. Merci beaucoup pour cela. Je tiens tout particulièrement à remercier également la société SIN car c'est elle qui nous a encouragés à nous lancer dans ce projet et qui nous a expliqué les obstacles typiques qui peuvent survenir et qu'il faut s'attendre à rencontrer dans un tel projet. Nous avons eu à ce sujet un rendez-vous très agréable, très amical à Francfort, également au début du projet. Merci beaucoup pour cela. Si vous choisissez l'une des 2 montres, elle vous sera livrée dans une mallette en aluminium comme nous l'avons déjà fait pour la Frankfurt GMT Cannes, directement chez vous. Nous allons l'ouvrir ensemble. Oui, il y a bien sûr la montre à l'intérieur, comme on pouvait s'y attendre, mais il y a aussi un hang tag, comme nous le connaissons de la Frankfurt GMT. Là-bas, il est orange. Ici, nous avons maintenant un modèle gris avec l'inscription Ready for Takeoff. Nous avons le hang tag pour le service et bien sûr les documents d'accompagnement à l'intérieur. Donc beaucoup de petits gadgets sympas qui s'ajoutent en plus. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous pensez des nouvelles montres Larkodan. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sinon, je vous remercie, Monsieur Rucker, d'avoir été présent aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Merci aussi à vous tous de nous avoir regardés et on se retrouve la prochaine fois.